Débat avec les jeunes politiques autour des thèmes d'actualité était évidemment le thème qui a dominé la semaine. C'est cet anniversaire de la première année du quinquennat de François Hollande. Je recevrai par ailleurs à 19h Patrick Rodman, le réalisateur de ce documentaire, de ce film tout à fait inédit qui s'appelle Le Pouvoir. Il a pu suivre le président de la République pendant un an de son intronisation au mois de janvier dernier. J'ai envie de me retourner tout de suite vers la représentante socialiste, Laura Slimani. Est-ce que vous imaginiez, même dans vos pires cauchemars, que le premier anniversaire du quinquennat de François Hollande se passe dans un climat aussi morose, aussi délétère, avec une partie des socialistes qui ruent dans les brancards, avec la gauche de la gauche qui a une drôle de façon de lui souhaiter son anniversaire en manifestant dans les rues, avec une offensive de l'opposition. Enfin, tout ça n'est pas très joyeux. Bien sûr, c'est pas joyeux, mais en même temps, la situation économique, la situation sociale du pays n'est pas joyeuse. Et faire la fête, évidemment, c'est pas à ça qu'on doit passer notre temps. Donc voilà. Après, moi, je pense qu'il faut jamais oublier et toujours rappeler. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. Ce qui a été fait pendant un an par ce gouvernement, puisqu'il y a eu quand même l'encadrement des loyers très rapidement, les 150 000 emplois d'avenir qui sont arrivés également, des postes qui ont été créés dans l'éducation nationale, dans la police, dans la justice. Et puis évidemment, la bataille pour l'emploi, eh bien, elle est rude, elle est difficile parce qu'on a une droite qui nous a détruit quand même plus d'1 million d'emplois, notamment dans l'industrie pendant un grand nombre d'années, et puis parce qu'il y a une offensive des conservateurs et des libéraux à l'échelle européenne, et c'est pour ça aussi que le front il est à l'échelle de la France, mais également à l'échelle européenne. Jonas Haddad, est-ce que, évidemment, l'opposition, elle a beau jeu de dénoncer, elle est dans son rôle. En même temps, dire que la question du bilan ne se pose plus au bout d'un an de gouvernance, d'ailleurs, c'est même pas un an, puisque les législatives, etc., ça fait moins de 10 mois, elle pèse quand même dans votre argumentation. C'est-à-dire, vous êtes quand même aussi renvoyé à un certain nombre de choses qu'ils ont trouvées en arrivant, les emplois, le chômage, je veux dire, les déficits qui se sont creusés. Mais ce qui est vrai, c'est que pendant toute la campagne présidentielle, François Hollande nous disait il suffit de se débarrasser de Nicolas Sarkozy pour redresser, pour réenchanter le rêve français. Et on se rend bien compte qu'en réalité, ça ne suffisait pas. Je me souviens d'ailleurs de la campagne de François Hollande. Ces deux thèmes principaux, c'était la justice et la jeunesse. La justice, on a vu ce qu'il en était avec Jérôme Cahuzac. En termes d'exemplarité de la République, on aurait mieux fait. Et sur la jeunesse, on voit qu'on a un record de chômage chez les jeunes. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut imputer à la droite. Il avait promis sur la justice, ça s'est effondré. Il avait promis sur la jeunesse, ça s'est effondré. Donc à un moment, quand on gouverne un pays, c'est pas le cas des gens qui sont avec Jean-Luc Mélenchon, mais quand on gouverne un pays, quand on est aux responsabilités, on assume ses responsabilités. Si on considère qu'il y a beaucoup, qui a été fait, on assume le fait qu'il y a aussi eu beaucoup d'échecs, c'est-à-dire 1, le record de chômage, 2, la récession, et 3, le record de chômage chez les jeunes, qui est juste gravissime parce qu'on n'a plus d'espoir collectif. Parce que quand vous étiez au pouvoir, peut-être que les jeunes, ils subissaient pas 2 fois plus que l'ensemble des générations le chômage. Oui, mais nous, on ne leur mentait pas avec des emplois d'avenir. On disait pas que 150 000 emplois d'avenir, ça allait résoudre le problème du chômage des jeunes. Ça ne résout pas le problème du chômage des jeunes, mais ça crée de proposé l'emploi, l'apprentissage, l'alternance, ce qui marche en Allemagne, tout simplement. Julien Rochdy. C'est vrai que l'anniversaire de Hollande, là, des 1 an de gouvernance Hollande, est terriblement inquiétant. L'année effroyable pour la France et les Français qui vient de se passer m'inquiète beaucoup et fait très peur. Il a échoué sur tout, Hollande, faut le dire. Il a échoué sur le budget. Il fanfaronnait à dire qu'il allait arriver à moins de 3% de déficit budgétaire. Il n'y arrivera pas. Et ça s'est accompagné d'une hausse des prélèvements obligatoires qui nous mène vers une... Vous défendiez les objectifs de la Commission européenne, c'est nous. Non, pas du tout. Simplement, ça s'est accompagné d'une hausse des prélèvements obligatoires qui nous amène droit vers une crise de la consommation qui sera catastrophique pour l'économie française. Il a échoué sur la croissance, puisqu'on aura, comme l'UMP le dit, effectivement, c'est vrai, moins 0,1% de croissance. Il a échoué sur l'emploi, parce que c'est 1000 personnes par jour qui sont amenées au chômage tous les jours, c'est une catastrophe. Il a échoué sur l'Europe, puisqu'il a fait campagne en disant qu'il allait réorienter l'Europe pour qu'elle aille sur le terrain de la relance, et on voit elle va sur le terrain de l'austérité, toujours. Il a échoué sur les jeunes, parce que tout ce qu'il a proposé à la jeunesse, c'est des emplois jeunes de Jospin, un ressuscité des emplois jeunes qui n'avaient pas marché. Donc, quand on regarde un petit peu la seule catégorie de population qui peut être encore contente de l'élection de François Hollande, c'est l'intérêt LGBT au final, grâce au mariage homosexuel. Tout ce qu'il aura réussi à faire, c'est un mariage homosexuel qui aura divisé la France, alors même qu'il disait qu'il allait être le président qui allait la rassembler. Donc en tout et pour tout, il a échoué, et je crois que sa cote de popularité en est la conséquence, puisqu'elle est nulle, et je crois qu'il en souffrira beaucoup. Le drame dans l'histoire, c'est que la France en souffre autant, et c'est bien pire. Manon Guenot.
Justement, ce qu'il ne faut pas oublier de rappeler, c'est qu'on est dans un contexte aujourd'hui historique, un contexte inédit de crise économique, où des gens qui n'ont pas été élus, qui sont le MEDEF, qui sont Laurence Parisot, qui sont les actionnaires, aujourd'hui disent on ne va rien lâcher, qui refusent tout compromis aujourd'hui, qui veulent faire main basse sur les salaires, qui organisent des plans sociaux. Aujourd'hui, la France est le théâtre, le triste théâtre de milliers de suppressions d'emplois, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous expliquent? C'est qu'on ne va rien lâcher. Et c'est en nous permettant, dans le cadre des régressions de réforme du travail, c'est en nous permettant de liquider plus facilement des emplois qu'on va créer des emplois, et c'est en nous permettant d'embaucher les jeunes en les sous-payant et avec davantage de contrats précaires qu'on va sortir les jeunes de la précarité. Aujourd'hui, François Hollande, il est face à ce choix-là historique, celui de continuer à céder à la pression des marchés financiers. Est-ce que depuis un an, il y cède, d'après vous? Effectivement, oui, c'est le cas. Et c'est pour ça que nous étions dans la rue le 5 mai pour rappeler justement les aspirations de la jeunesse, les aspirations populaires à son bon souvenir. Parce que contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, nous, les communistes, nous, le Front de gauche, on veut pas être les spectateurs aigris de ce qui se passe aujourd'hui, de cette déception qui effectivement est très forte. On veut permettre aux jeunes de continuer à porter leurs aspirations et justement, de porter de nouvelles conquêtes sociales avec eux. Vendry, jumeau pour les écolos. Je partage le volontarisme de ma camarade du parti du mouvement des jeunes communistes, mais je partage aussi ce que disait Jonas quand il disait que c'est plus étonnant. Plus étonnant, mais vous allez voir, effectivement, peut-être que la gauche a donné l'impression durant la campagne présidentielle dernière que mettre Nicolas Sarkozy dehors était déjà un bon bout du travail et que derrière ça irait mieux. Hélas non, 10 ans de droite avant avaient hélas mis le pays sur de très mauvais rails, et sur les mauvais rails dont parlait tout à l'heure le représentant du Front National. Aujourd'hui, si on veut regarder un petit peu le bilan du changement, c'est un peu l'objet des interventions ici, qu'on essaie d'avoir un regard un peu nuancé sur ce qui se passe. Clairement, il y a un changement. Il y a un changement parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Les mots employés par nos ministres, les mots employés par le président de la République quand on parle des Roms, quand on parle des étrangers, quand on parle du mariage homosexuel, le rapport aux médias elles-mêmes avec des cafillages. Effectivement, il y a des gros cafillages. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas cette stratégie de manipulation de avec la justice. S'il y a des affaires qui sont sorties si tôt, c'est peut-être justement parce que la gauche a eu des mauvaises pratiques. Les ministres n'étaient pas exemplaires, mais derrière, il n'y a pas eu, comme la droite avait, une intervention directe sur la justice. Donc il y a une action, il y a des réformes courageuse. Surtout, il y a tout un tas de réformes dont on ne parle pas, parce que derrière le mariage, dont on a beaucoup parlé, dont je suis le premier défenseur, mais dont j'estime qu'effectivement, on en a énormément parlé par rapport à d'autres réformes, il y a d'autres choses qui sont menées dans le champ de l'éducation. C'était la priorité ou pas? Dans le champ de la jeunesse, même si je doute de l'efficacité, notamment des contrats d'avenir, mais en tout cas, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Par contre, je partage avec vous un certain nombre d'inquiétudes. Que ce soit, on l'a rappelé tout à l'heure, la question du chômage, la question de l'énergie, de la démocratie, et puis le point essentiel, c'est la croissance. C'est que le principal souci que nous, écologistes, on a avec ce gouvernement, mais en fait avec ce gouvernement et aussi avec la droite, c'est qu'on est encore dans ce mirage qu'il faut retrouver la croissance et que en retrouvant la croissance, on aura l'emploi et tout ira comme avant. Pourquoi c'est un mirage? C'est un mirage parce que ça fait 10 ans. Je termine juste. Vous pouvez pas dire ça aux ouvriers. Je termine. Ça fait 10 ans. Si on voit juste le taux de croissance la dernière décennie, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est en très grave crise et que globalement on a une croissance de moins de 1%. Et croire alors que un certain nombre de ressources s'épuisent, que le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers l'Asie et que on perd une partie de nos emplois et notre avantage comparatif, croire que la France et l'Europe peut rester avec ce modèle économique et faire de la croissance, c'est faux. Il faut changer justement, et voilà le cap que nous on propose, c'est justement un changement économique autour de la transition, parce que si l'Europe et la France sont capables de changer le modèle économique et de s'adapter aux nouvelles contraintes, à ce moment-là, on sera peut-être capable de reprendre le devant et d'arrêter ce sentiment de déclin que certains de nos compatriotes ressentent. Jonas. Mais le problème, en fait, moi, c'est que j'ai l'impression que la gauche a totalement oublié l'idée de ce que c'est que le progrès. Vous avez quelque chose qui est intéressant de dire il faut avoir un nouveau modèle. Le progrès, c'est l'égalité. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une vision du progrès qui est uniquement sociétale. Vous considérez que le progrès, c'est simplement de permettre à des personnes d'avoir plus de droits. Et vous croyez plus au progrès technique. Vous croyez plus au gaz de schiste. Vous croyez plus à la capacité. Non, c'est vrai. Vous mettez des précautions sur l'ensemble des choses. Oui. Et donc, en réalité, le vrai problème, c'est que la gauche a tourné le dos au progrès pour faire le droit aux minorités. Et ça, c'est un problème parce que vous ne faites plus République. Et c'est bien ça le problème, c'est que les gens aujourd'hui ont conscience que la gauche
lui a menti parce qu'elle lui a expliqué que le progrès, ça ne consistait qu'en du progrès sociétal. Et on est arrivé au bout du progrès sociétal. Et qu'est-ce que c'est le progrès? C'est l'obsolescence programmée, c'est l'exploitation des gaz de schiste, c'est la pollution, c'est les perturbateurs endocriniens qui font qu'aujourd'hui il y a une augmentation des cancers. Je crois que vous vous trompez tous, c'est le débat. C'est la vision que vous avez du progrès aujourd'hui va à l'encontre du bien vivre et de l'égalité sur l'ensemble. Non, vous êtes pour la décroissance. À l'échelle mondiale. Julien Rochdy. Attendez. Julien Rochdy. Le débat qui s'est porté sur des questions sociétales, c'est simplement parce que Hollande n'a aucun pouvoir aujourd'hui sur l'économie française. Il ne peut rien faire à part une toute petite marge de manœuvre sur le budget et sur la fiscalité. Il ne peut plus rien faire. Donc effectivement, la seule façon qui lui restait pour se faire passer pour un homme de gauche pseudo-progressiste, c'était de donner des droits à des minorités, et d'ailleurs des minorités qui ne le demandent sans doute même pas, des lobbies. Voilà. Donc, vu qu'il n'a aucun pouvoir sur le social, excusez-moi, la gauche est au pouvoir. Là, oui, la gauche est au pouvoir. Le chômage explose. Vous n'avez aucun pouvoir tant que vous ne protégez pas l'économie française par un protectionnisme, tant que vous ne faites pas un plan de relance qui vous est aujourd'hui interdit par l'Allemagne et la Commission européenne. Vous êtes là, pieds et mains liés. Et parce que vous avez abdiqué sur tout, vous essayez de diviser les Français sur des questions sociétales qui n'apportent rien. Parce que pousse le pays à la catastrophe. Quand Hollande, moi je veux reprendre le pouvoir. Quand Hollande hausse le ton vis-à-vis de l'Allemagne, vous l'entendez d'un bon œil? Quand un chat miaule, vous appelez ça hausser le ton, vous rigolez. Moi, je me rappelle d'une époque où le général de Gaulle, par exemple, pour avoir les accords de Luxembourg en 63, avait fait la politique de la chaise vide. Voilà ce qu'était un homme courageux. Vous croyez qu'Hollande aurait ce courage-là? Non, il passe son temps. Hommage national. J'aimerais quand même pouvoir revenir sur 2-3 petites choses, parce que dire que François Hollande n'agit pas à l'échelle européenne, c'est totalement ignoré. Il a signé le traité sans changer une seule virgule. Je vais vous dire ce qu'il a fait. François Hollande a obtenu de la part de la Commission européenne un délai de 2 ans pour atteindre les 3%. François ne me Hollande tuez pas tout de suite. La taxe sur les transactions financières que Nicolas Sarkozy avait fait miroiter sans jamais l'obtenir. François Hollande a obtenu un pacte la dernière cigarette du condamné à l'échelle européenne. Et nous, en tant que jeunes socialistes, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le Parlement européen n'accepte pas que le budget européen soit en baisse, parce que c'est ça qui détruit l'Europe. Et ce qui détruit l'Europe aujourd'hui, vous pensez réellement que les auditeurs, les gens qui nous regardent ont conscience que François Hollande pèse en Europe? Mais bien vous le pensez sincèrement? Eh bien oui, parce que quand on prend de l'argent sur les finances pèse en Europe. Quand on prend de l'argent sur les finances publiques, il a autour de lui des personnes qui étaient et qu'on les met sur un pacte de compétitivité, et qu'on met 42 milliards dans la banque publique d'investissement pour investir chaque année sur l'emploi, et qu'on instaure un pacte pour investir 20 milliards dans la transition énergétique et dans le numérique. Excusez-moi, mais ce n'est pas abdiqué. Ça, c'est pas européen. Non, ce n'est pas européen. François Hollande n'a plus le leadership européen que Nicolas Sarkozy avait. C'est faux, c'est faux. Il a réussi à l'échelle européenne. Sur d'autres sujets, je suis désolé, moi, la dernière fois aux élections européennes, les gens nous disaient Nicolas Sarkozy a réussi sa présidence de l'Union européenne parce qu'on avait réussi à politiser l'Europe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une abdication vis-à-vis de la politique, parce que, effectivement, vous laissez filer un endettement. Et quand on parlait tout à l'heure de la capacité des marchés à reprendre le dessus sur la politique, bien évidemment, quand on laisse filer l'endettement, ce sont les marchés qui tiennent la France. Et le problème, c'est que la gauche est totalement dans le laxisme budgétaire et elle laisse les marchés financiers avoir le pouvoir. Marion Guenaud. Le tout est de savoir quelle société on veut, quelle société on propose au peuple de France. On nous dit aujourd'hui compétitivité, coût du travail, etc. Vous entendez parler du peuple de France. Mais aujourd'hui, effectivement, on fait du dumping social en disant en Inde, en Chine, etc. Il y a des gens qui travaillent pour 1 euro de l'heure. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut demander très clairement aux salariés de ce pays, est-ce qu'ils veulent se tuer à la tâche pour 1 euro de l'heure? Ou est-ce qu'on leur dit la vérité? Est-ce qu'on leur dit que c'est précisément avec les politiques d'austérité qu'on a tué la compétitivité? La compétitivité en France, on la tient à quoi? À la qualité des services publics, à la bonne santé et à l'instruction des salariés, au niveau de formation. Et ce sont toutes les choses sur lesquelles Sarkozy est aujourd'hui encore, hélas, on est en train de revenir avec le dogme toujours de la réduction des dépenses publiques. Vous avez voté pour Hollande. Nous parlions de la situation européenne et c'est important de voir qu'on ait plusieurs à en parler, parce qu'on sait que c'est là que se situe un des nœuds du problème, que ça soit celui du libéralisme ou alors celui des politiques d'austérité qui sont menées de façon majoritaire, voire quasi unanime, depuis quelques années. La politique de la chaise vide dont parlait Julien Rochdy, je crois qu'effectivement il la connaît bien, c'est effectivement ce que fait Marine Le Pen au Parlement européen, où elle n'est pas très active.
perspectives. Et pour revenir sur le cœur du sujet, effectivement, les échéances européennes, il y a les élections en Allemagne. Les élections en Allemagne qui ont lieu en septembre et qui sont l'occasion peut-être de changer le rapport de force en Allemagne, puisque les sondages le montrent, il y a une possibilité en cas d'alliance entre les Verts et le SPD de changer la majorité en Allemagne. Et ensuite, il y a ensuite les élections européennes en mai-juin 2014 et qui sont clairement l'occasion. Il y a déjà eu un revirement, si vous suivez un petit peu l'actualité, quelques semaines. Aujourd'hui, on quitte, et aujourd'hui, un certain nombre de pays lèvent le ton sur la politique d'austérité. On voit très bien que ça ne marche pas. Et bien aujourd'hui, il y a un rapport de force et nous appelons tous François Hollande à jouer et à peser de son poids aussi. Quel poids aussi faible qu'il soit, mais en tout cas, il en a un. La France reste la deuxième puissance européenne. Mais il ne l'incarne pas. Il n'est en pas tout la cas, France. aujourd'hui, même si la France portait une voix isolée et n'a pas su se faire entendre après son élection, aujourd'hui, il y a un contexte qui est plus favorable et qui doit mener en 2014 à un rééquilibrage en faveur d'une politique de relance. La parole sera à Laura Slimani pour le Parti Socialiste, mais ce sera après le rappel des titres, dans la partie 2 de l'émission. Nous étions en train d'évoquer la première année de quinquennat de François Hollande dans un débat fort passionné. Les rumeurs, alimentées d'ailleurs par le président de la République dans un entretien donné à Paris Match aujourd'hui même, font état d'un remaniement. Alors, Laura Slimani, un remaniement de réorganisation, est-ce que ce serait susceptible de donner un deuxième souffle à un pouvoir dont vous conviendrez qu'il est un peu essoufflé ? J'ai vu l'interview de François Hollande, comme tout le monde. Moi, je pense d'abord que ce n'est pas forcément un débat qui intéresse massivement les Français, mais puisque c'est le sujet du débat d'aujourd'hui, je vais quand même en parler 2 minutes. C'est lui qui a commencé, hein. C'est en tout cas, certains ministres et puis des journalistes qui alimentent quand même parce que ça fait je vous l'accorde. Mais moi, je pense que ça n'intéresse pas massivement les Français. Il y aura peut-être un remaniement, peut-être pas. Ce qui intéresse les Français, c'est d'avoir un gouvernement où il y ait moins de couacs tous les jours ou quasiment. Vous dites des couacs, mais moi je pense que c'est normal qu'il y ait des débats dans un gouvernement à partir du moment où ils sont tranchés et où il y a un cap qui est clair. Le cap, il est fixé par le président de la République, il est transmis également par le Premier ministre. La question de la composition du gouvernement, c'est pas moi qui vais la trancher ici, ça sera fait. Mais est-ce que vous trouvez que ça pourrait être un petit électrochoc dans l'opinion, ou ce serait seulement une mesure technique de réorganisation ? Je pense que les Français attendent un peu plus et n'attendent pas forcément un remaniement. Ils attendent bien que les résultats de l'action du gouvernement sur l'emploi se fassent sentir. Ils attendent que les jeunes effectivement vivent mieux. Il y a eu l'encadrement des loyers, mais on peut aller plus loin avec l'allocation d'autonomie. On a vu également que la semaine dernière, il y a eu les premières sanctions qui sont tombées à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Bien moi, je pense que ça change la vie des Français, ça change la vie des Françaises, et c'est une bonne chose. Donc ils attendent plus cela qu'un remaniement qui viendra et finalement c'est pas vraiment. Dernière question avant de laisser la parole à vos camarades, mais le président va s'exprimer jeudi en conférence de presse. Est-ce qu'il ne ferait pas bien de trancher d'un certain point de vue, ou en tout cas d'éclairer notre lanterne sur, on le sent bien, il y a 2 sensibilités très contradictoires dans ce gouvernement. Je dirais pas de ligne politique, mais quand il y a un clash entre Montebourg et Moscovici, c'est pas seulement une question de personnalité, c'est aussi une question de sensibilité politique, de politique économique. Est-ce que, à un moment donné, il faut pas trancher cette ambiguïté qui fait qu'un coup on fait plaisir à sa gauche et de l'autre on fait plaisir à son aile libérale, social-libérale. François Hollande rarement on fait plaisir à sa gauche. François Hollande avait dit lors du discours du Bourget qu'il n'y avait pas qu'une seule politique possible. Et moi je pense que il n'y a pas qu'une seule politique possible. Nous on essaie de pousser pour un certain nombre de mesures. Donc c'est dur d'en faire 2 différentes à la fois. Exactement, mais il y a plusieurs solutions à des problèmes. Voilà. Et quand on décide, quand le gouvernement décide de donner raison effectivement à Arnaud Montebourg sur la question de Dailymotion, c'est une chose qui est importante pour nous. Et moi je pense qu'effectivement notre rôle c'est aussi d'essayer d'aiguillonner un petit peu le gouvernement. C'est ce qu'on a fait le week-end dernier notamment sur l'augmentation des salaires et des bas salaires, parce que c'est ça qui peut aussi faire revenir l'économie sur les rails. Jonas Haddad, l'opposition est dans ce rôle en faisant les gorges chaudes sur tous ces couacs et ces tensions internes. En même temps, quand on regarde l'histoire de votre formation politique, les gouvernements auxquels elle a été associée, qu'elle a souvent dirigés, quand il y avait des gaullistes quasi nationalistes ou patriotes d'un côté et des centristes totalement européens de l'autre, il y avait aussi un grand tirage, et vous n'y voyiez pas à l'époque beaucoup de désavantages. Donc c'est aussi une tradition politique d'avoir ces tensions-là à l'intérieur d'un gouvernement. C'est une tradition politique, mais je pense
qu'au-delà de cela, le remaniement dont on parle, c'est tout simplement le remaniement de François Hollande. Les Français, ils savent très bien que dans la Ve République, c'est le président de la République qui décide. Et ils savent très bien que c'est lui qui a la capacité à trancher. Prenez un exemple. La semaine dernière, il fait les assises de l'entrepreneuriat. J'ai dit, moi, pour ma part, que je m'en félicitais parce qu'il prenait à bras-le-corps ce problème de l'entrepreneuriat parce qu'on avait des problèmes de création d'entreprises dans notre pays. Le lendemain même, il fait passer une loi sur la fermeture des sites et sur la façon dont on encadre ça. Et donc, en fait, c'est un président qui est en train de zigzaguer entre Arnaud Montebourg avec la cafetière et la marinière et Pierre Moscovici qui a envie de parler aux grands argentiers du monde. La vraie différence alors qu'ils font des profits. La vraie différence entre vous et nous, c'est que vous êtes en train de nous égrener depuis tout à l'heure des solutions à des problèmes qui, pour moi, sont importants, mais n'ont pas l'importance que vous leur donnez. Le chômage, c'est pas important. L'encadrement des loyers, l'égalité homme-femme, le mariage pour tous, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants, mais qui pour l'instant ne sont pas la priorité. Vous faites du sociétal parce que vous ne voulez pas faire de social et d'économie. Vous dites aux Français que vous voulez une baisse de pouvoir d'achat des Français? Non, mais bon, enfin, ces histoires de remaniement, je pense effectivement que c'est pas ce qui intéresse le plus la population. Quand on voit des jeunes, ce qui les intéresse, c'est pas toutes ces questions de couac, mais savoir comment ils vont trouver un travail, y compris les jeunes en apprentissage qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées, qui sont précaires, et extrêmement précaires et sous-payés, et qui voient de plus en plus de problèmes de débouchés, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Quand il y a un licenciement, un massif, quand il y a des entreprises qui ferment, ce sont tous les jeunes qui sont en formation dans le bassin local qui sont Marion, pourquoi les entreprises ferment? Mais pour des questions, encore une fois, on se le demande. Ces entreprises-là sont rentables. On a un problème de compétitivité. Ces entreprises-là sont rentables. Vous pensez que ça leur fait plaisir? Ils dégagent du profit. Carlos Ghosn a augmenté son salaire dans le même temps qu'il déclarait son entreprise en faillite économique. Qu'est-ce que vous avez... raison pour laquelle les sites ferment. L'argument sur la compétitivité, on l'a entendu, réentendu durant 20 ans. Ça a été le cœur de la politique économique de la droite durant 10 ans. De 2002. Ça a même été l'un des aiguillons de la politique sous le gouvernement Jospin. Et c'est même présent en discours politique de certains socialistes et parlementaires socialistes qui ont rédigé une tribune il y a quelques semaines et qui disaient voilà le vrai problème, faut pas se cacher. Moi, je ne pense pas que ça soit le cœur du problème. On a bien compris que pour vous, c'est l'alpha et l'oméga d'une politique économique. Vous l'avez fait durant 10 ans et on voit le résultat. Bon. Le résultat, c'est pas nous qui sommes au pouvoir. Il y a eu deux choses intéressantes qui ont été dites. La présence de débat, le fait qu'il y ait des couacs. Michel Phil en parlait. Et le fait qu'à droite, il y avait aussi des sensibilités différentes, mais qu'on ait peut-être l'impression qu'il y avait moins de couacs. La différence, c'est qu'à droite, il y avait un chef. Et qu'en gros, il y a une culture politique où le chef décide et on ferme sa gueule. À gauche, c'est un petit peu différent. Et moi, je me réjouis qu'il puisse. Et chez les écolos, c'est encore plus différent même que. C'est encore pire. Mais je peux terminer. Sous Mitterrand, il y avait un chef. Mais si à un moment donné, il est possible d'avoir des débats entre les ministres et avoir différentes lignes, c'est bien. Par contre, le vrai souci, c'est qu'il manque un cap. Un cap clair. Vous avez parlé effectivement qu'il y aurait deux lignes, notamment deux visions d'une politique économique, alors que sur la ligne des aspects sociétaux, je pense qu'il y a une très large majorité au sein de la majorité, que ce soit les socialistes, les écologistes ou même les communistes et le front de gauche. Ce qui est important, c'est au niveau de la politique économique, on a besoin d'une ligne, on a besoin d'affirmer un cap, et ce cap-là, il doit évoluer parce qu'aujourd'hui, il n'est pas clair. Et clairement, s'il y a un échec du gouvernement dans les mois à venir, plus qu'une crise politique, c'est même la confiance qu'auront les Français dans la capacité de l'État à réagir, et personne n'a intérêt à un échec du gouvernement actuel. Sinon, les Français, en plus de s'éloigner des hommes et des femmes politiques, ce qu'on voit sur le terrain, en plus, ils s'éloigneront, ils n'auront plus confiance en l'État et en la puissance. Julien Rochdy. C'est pas un remaniement de personnes que l'on doit faire, c'est un remaniement d'idées. Voilà. Moi, je regarde et je me dis que les idées qui président aujourd'hui au destin de la France sont à peu près les mêmes, peu ou prou, qui dirigent un petit peu l'esprit français depuis 20 ans. Alors, ils veulent plus de fédéralisme européen, ça ne marche pas, mais ils en veulent plus. Ils veulent plus de... Ils ne combattent pas le néo-capitalisme financier actuel qui donne le pas de la finance sur l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'ils dirigent actuellement. Ils veulent plus d'immigration, c'est 200 000 par an, c'est la même politique que sous Sarkozy d'ailleurs, plus de laxisme, plus toutes les idées dominantes qui président notre pays. Excusez-moi, non. Aussi vous Hollande a dit... C'est beau concept. Alors répondez-moi, monsieur.
Hollande ne fait-il pas la même politique d'immigration que Sarkozy? Certainement pas. Exactement. 200 000 personnes qui rentrent par an. J'invite tous les spectateurs à regarder. Voilà. Alors, je prends l'exemple de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers. Exactement la même chose. Il s'était opposé. Non, il mène Hollande mène la même politique que la droite. Maintenant, laissez-moi répondre. C'est faux. Voilà, la gauche. C'est exactement ça. Laissez-moi répondre à la gauche. Vous n'êtes plus au pouvoir. Mais soyez heureux, il mène exactement la même politique. Vous répondez pas à la circulaire Guéant. Elle n'a pas été appliquée, elle a été enlevée, je vous signale. Donc, ne me dites pas n'importe quoi, elle n'a pas été appliquée. Julien Rogier a la parole. Donc, laissez-moi parler. C'était sur les étudiants. C'est pas ce qu'il y a de pire en France aujourd'hui, les étudiants. C'est le regroupement familial et en l'occurrence il fait exactement la même politique que vous. Vous êtes d'accord que c'est pas la même chose? Donc je disais que les idées qui dominent actuellement sont les mêmes depuis 20 ans peu ou prou et c'est des idées qui nous mènent à la catastrophe. Chaque année que Dieu fait, c'est toujours pire aujourd'hui en France et c'est les mêmes idées et aujourd'hui Benoît Apparu a déclaré qu'il faudrait faire un gouvernement gauche-droite et effectivement vu qu'ils vivent et qu'ils baignent dans le même esprit culturel et politique, on pourrait effectivement faire un gouvernement, un remaniement, on pourrait faire un remaniement, une nation bicéphale Sarko-Hollande, ça pourrait être sympa, on verrait que finalement il y aurait la même politique européenne, la même politique au niveau budgétaire et fiscal. Puisque les deux sont anti-européens, absolument pas. La question n'est pas de savoir comment les racistes des Français ont sanctionné 50 ça vous arrange de dire ça. Justement, enfin, si les Français ont sanctionné, et y compris massivement les jeunes, ont sanctionné 5 ans de politique de Sarkozy, c'est justement pas pour qu'ils fassent la même chose. Donc le débat n'est pas là de savoir comment rassembler, etc. La question est de savoir comment on sort de cette situation. Et là-dessus, il n'y a pas de compromis possible, et y compris, c'est pas moi qui le dis, c'est Laurence Parisot, elle dit tout le temps rien lâcher, on ne va rien lâcher, etc. sur la sécurité sociale, sur les retraites, sur les salaires, etc. Et donc du coup la question est de savoir comment on remet les aspirations populaires au cœur de ça. Il ne pourrait pas y avoir de véritable moralisation politique si on ne fait pas de la politique avec les gens, si on ne leur permet pas de décider sur leurs conditions de travail, si on leur donne pas la possibilité. Sur la question des licenciements boursiers, un cas très précis, ça peut arriver effectivement qu'une entreprise soit effectivement en situation d'échec, soit effectivement en situation de déposer le bilan. Eh bien, les salariés, au lieu d'être pris à la gorge comme aujourd'hui, on leur envoie les CRS, on en fait des criminels, etc. La solution, c'est de leur donner, c'est de leur donner toute la possibilité d'avoir leur mot à dire, parce que ce sont eux qui font vivre l'entreprise, ce sont eux qui produisent des richesses. C'est à eux de pouvoir intervenir très clairement sur le devenir de leur entreprise, et y compris de pouvoir du coup avoir un mot à dire sur leurs droits, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Moi, j'aimerais la parole est à la défense. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui s'est passé là, qui était intéressant, c'est de voir une espèce de compétition pour savoir qui laissait le moins d'immigrés rentrer en France. Voilà. Donc c'est bien, vous avez des trophées, vous êtes contents. Les immigrés qui rentrent dans notre pays. Mais je sais pas pour moi vous vous moquez vraiment. Qui caractérise ce qu'est la gauche aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de l'union de la gauche. Et effectivement, je pense que la gauche, elle est bonne que quand elle est unie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, c'est difficile et la situation, elle est compliquée. Mais en tout cas, la gauche, elle a été unie sur un projet de loi récemment, sur le projet de loi mariage pour tous, n'en déplaise à certains qui sont en face de moi. Moi, j'aimerais bien, et moi, j'attends les communiqués de presse des jeunes de l'UMP, mais j'ai compris que vous aviez un souci de leadership en ce moment, donc vous faites pas de communiqué de presse. Mais qui dénonce les agissements homophobes, qui dénonce les agissements racistes, puisqu'on a vu une affiche qui est sortie sur les réseaux sociaux des manifestants de la soi-disant manif pour tous. Moi, j'aimerais bien voir vos communiqués de presse pour dénoncer ces propos-là, parce que quand vous êtes dans la rue aux côtés de personnes qui sont effectivement du Front National, et qu'en plus ici, eh bien, vous vous entendez sur les mêmes présupposés idéologiques, et bien voilà, ça montre une belle image de la droite. Vous voulez que je ressorte les panneaux qui étaient dans les manifestations? J'applaudis parce que la gauche a fait son tour de passe-passe préféré. On lui parle d'économie, on lui parle de social, elle nous parle de racisme. Mais justement, en parlant d'économie, messieurs, dames. Non, mais on a été traité d'homophobes quand même là. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Nous attaquer d'homophobes alors que nous, on a simplement une conception qui est différente de la famille qui est la vôtre, c'est-à-dire d'imposer des enfants dans un couple homosexuel. Moi, je ne suis pas homophobe et je suis très solide là-dessus. Et vous ne voudrez pas passer par des gens qui sont des homophobes. Vous avez condamné la fille de la semaine dernière. Vendry Jumeau. Dire quoi? Vous êtes cathophobe, hétérophobe parce que vous êtes contre l'Église, c'est un scandale que de dire ça. Vendry Jumeau, on se calme. Une minute, jusqu'ici, un point commun qu'on a tous autour de cette table, on parlait des problèmes que traverse notre pays, notamment notre génération. Aujourd'hui, quand on le voit, c'est clairement a fait son tour de passe-passe préféré. Julien, quel espoir c'est possible d'avoir pour nos générations. Et ce qui est important, c'est qui, aujourd'hui au pouvoir, peut changer les choses. Aujourd'hui,
désolé, mais à l'Assemblée nationale, le Front National n'existe pas. Donc déjà, et en plus on n'a pas les mêmes valeurs, donc déjà ça résout les choses. Laura parlait de l'union de la gauche. Eh bien, je pense qu'il y a un moment donné où la responsabilité et le cap que doit fixer le président de la République, c'est justement sur un certain nombre de réformes, pourquoi pas changement des institutions de la République, même si c'est pas forcément prioritaire. Ensuite, sur l'emploi et le modèle économique. Ensuite, sur la fiscalité, il y a des vraies marges de manœuvre et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on soit pieds et poings liés comme le Front National essaie de faire croire. Aujourd'hui, la responsabilité de François Hollande, c'est très simple, c'est de se créer les majorités avec des centristes, on sait jamais, les écologistes, souvent, je l'espère, et pourquoi pas les communistes et le parti de gauche. Et en fonction des sujets, de même que comme on fait au Parlement européen et aussi en Allemagne, essayer de dégager des majorités pour faire passer des réformes qui répondent aux aspirations des Français. Voilà le souhait et voilà la démarche constructive qui doit être la nôtre, celle de nos partis politiques et celle des mouvements de jeunesse, qu'elles soient aussi ceux de gauche et de droite. Si vous voulez vous aussi, participer à des que réformes l'écologiste se soit récupéré uniquement sur la majorité de gauche. Pourquoi vous imposez aux gens d'être dans une majorité de gauche? Je viens d'ouvrir la démarche, pourquoi pas à la droite, si vous souhaitez partager des réformes. Je suis pas sûr que Marion Guenaud sera de cet avis quand même. Non mais je voulais juste répondre quand même à la question sur le sociétal. Moi je suis pas pour ces divisions sociétales, économiques. Comment? Les femmes c'est pas le salariat, les homosexuels c'est pas le salariat, les étrangers c'est pas le salariat. Mais c'est vous qui le dites en disant on fait du sociétal au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Et soit dit en passant, vous étiez où quand on manifestait contre la casse de notre système de retraite? Vous faites partie de ceux qui nous ont traités de casseurs. Vous étiez où quand on a manifesté? Quel est le rapport là? Je n'arrive pas à comprendre le rapport. Parce que nous justement, où êtes-vous? Où est-ce que vous êtes à part, où est-ce que vous êtes à part dans ces manifestations soi-disant manifestations pour tous? Où est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous voit devant les usines aux côtés des salariés avec nous? Est-ce qu'on vous voit aux côtés des travailleurs? Je vais vous répondre pour le Français et Marine Le Pen. On est souvent à la sortie des usines. Vous avez été. Et on aimerait venir parfois à certaines manifestations lorsque effectivement. Mais votre modèle c'est Margaret Thatcher. Vous avez rendu hommage à Margaret Thatcher. Puisque vous l'interpellez, il va vous répondre. Je veux dire, il arrive parfois que l'on aimerait descendre dans la rue pour défendre des salariés qui sont Marion, s'il vous plaît, de façon injuste. Mais j'aimerais que vos espèces de gorilles de la CGT, ce sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers, même s'ils ne vous plaisent pas. Qui nous mettent dehors avec violence. Voilà. C'est vous les fascistes. On parle des salariés 2 secondes. Vous pouvez pas vous empêcher de vomir votre mépris face à leurs organisations. Pour défendre les valeurs aussi, car ça va ensemble, effectivement. Alors, est-ce que ça va calmer le jeu? C'est pas sûr. On va aborder le troisième thème. Est-ce que Nicolas Sarkozy a des chances, ou a des risques, j'imagine de ce côté-là, de faire son retour sur la scène politique? Il laisse filtrer un certain nombre d'indiscrétions. De Las Vegas, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais en disant, finalement, la situation est telle que je serais peut-être amené à revenir plus vite que prévu. Enfin, cela dit, si on prend le symbole aujourd'hui, François Hollande qui fait 8 mai, il n'y a personne sur les Champs-Élysées parce que le président n'arrive pas à rassembler. C'est en termes de symbole, c'est quand même pas mal. Nicolas Sarkozy, parlons des choses qui peuvent intéresser sur ce débat-là. Le fait qu'il s'intéresse aux problématiques des Français, bien évidemment. Le fait qu'il ait aujourd'hui 92% de personnes qui sont interrogées, qui disent que sur certains aspects de leadership, il serait beaucoup plus fort que François Hollande, c'est une évidence. Et deuxième, je suis content que vous le reconnaissiez aujourd'hui. Vous regardez les sondages et la gauche mais à partir de ce moment-là, la capacité de retour de Nicolas Sarkozy, elle s'accroît à mesure que la situation du pays est de plus en plus difficile. Dans un document ce soir que diffuse France 3, qui revient d'ailleurs sur l'exercice du pouvoir de Nicolas Sarkozy, François Fillon témoigne et il dit quelque chose pour la première fois un peu explicitement. Il dit qu'il a eu une divergence fondamentale avec Nicolas Sarkozy sur l'appréhension du Front National. Il dit aussi qu'il n'a jamais vu quelqu'un autant en capacité à gérer les crises et qu'il n'aurait jamais fait aussi bien. Oui, mais c'est sur la question du Front National. Est-ce que ça vous choque que François Fillon dise ça? Non, sur la question du Front National, ce qu'il dit, c'est que lui, il considère qu'il faut le combattre pour des principes républicains et que Nicolas Sarkozy considère qu'il faut le combattre parce qu'ils peuvent gagner électoralement. Au final, moi, je pense que ça... Il dit c'est une différence fondamentale entre nous, ou même irréductible. Il parle d'irréconciliable. Irréconciliable, merci. Mais je pense que parfois, en politique, on est irréconciliable, mais au final, il y a un leadership qui s'impose. Et pour l'instant, Nicolas Sarkozy fait pas tant de débats que ça au sein de notre famille. Julien Rochdy. Je commence à connaître un petit peu la politique, mais j'avoue ne pas me remettre à chaque fois du culot de l'UMP. Quand on voit que ces gens-là reprochent au gouvernement actuel, par exemple, le manque de rigueur sur le budget,
alors que l'on sait que c'est sous Sarkozy qu'il s'est creusé de 500 milliards le déficit. Il y avait juste une Quand petite on voit dette, une petite crise. La commission, la Cour des comptes a dit que la crise n'avait compté que pour 100 milliards, monsieur. Ah oui. Donc voilà, Vous les écoutez la Cour 400, des les comptes 400 milliards. Mais non, mais ils ont dit ça. Je suis désolé pour la vous. Cour des comptes. Donc vous avez creusé le déficit de 500 milliards. Voir ensuite des ministres de l'UMP critiquer la hausse des prélèvements obligatoires, alors que l'on sait très bien que cela a commencé avec la surtaxe Fillon à l'été 2011. Donc, on voit que sur tous les sujets économiques, Hollande poursuit la politique de Sarkozy. Et je remarque une chose, c'est que Sarkozy et les ministres UMP, vous devriez être ravis au moins pour deux choses avec François Hollande, c'est que le traité européen que vous avez négocié, c'est lui qui l'a appliqué. Et l'accord sur l'emploi qui permet de réduire les salaires et de licencier plus facilement des salariés, Sarkozy aurait rêvé le faire. C'est quoi l'alternative Donc, du sur FN tous les... Non, parce que votre seul discours depuis 20 minutes, c'est de consister à dire... Oui, je vous laisse parler. Vous me laissez parler. Je vous envoie le programme du Front National par mail ce soir, si vous voulez. Mais j'aimerais bien savoir. Oui, vous menez la même politique et vous êtes les ordres de la commission. C'est mon email. Vous utilisez la télé et vous expliquez c'est quoi votre programme. Faites une émission avec moi, je vous explique. C'est quoi votre programme pour réduire la dette et pour réduire la dette? Alors très facile. Dites-nous. Non mais déjà je réponds pas à vos questions, mais nous avons tout un projet de monétisation. Le débat c'est pas entre vous, c'est sur Nicolas Sarkozy. La Banque de France, il y en a plein. J'aimerais terminer sur le sujet plutôt que d'être coupé. Attendez, j'aimerais terminer là-dessus quand même, parce que je suis coupé parce que ça n'arrange pas monsieur à côté. Effectivement, simplement pour dire que Nicolas Sarkozy, on parle de son retour, mais il manque pas de culot parce que sur énormément de plans, l'insécurité, ça continue pareil, le laxisme, l'immigration, la politique économique, c'est exactement la même à quelques nuances près. Donc Sarkozy, la même chose qu'Hollande, donc il n'a pas à faire son euro aujourd'hui, c'est exactement le même. Eux, ils parlent de fascisme et d'homophobie quand ils savent pas quoi dire, et vous vous rapprochez UMP et PS. Je vous parle vous avez de des techniques qui sont des grosses ficelles quand même. Vous dites que ça fait pas longtemps que vous faites de la politique, mais vous faites des grosses ficelles de politique, de vieux politiques. En tout cas, excusez-moi, je vous interromps, je voudrais qu'on passe les images. Là, c'est en direct de Cleveland. Vous savez que Amanda Berry, l'une des 3 victimes des présumés ravisseurs, les frères Castro, celle qui a prévenu un voisin pour qu'il alerte la police, maman d'une petite fille de 6 ans, revient dans sa famille. Vous voyez le contexte dans lequel on lui fait fête, des ballons partout, et sans doute va-t-il y avoir une déclaration. Je vous laisse écouter les premiers mots, on y reviendra dans le journal de 18h. All you have done for us throughout the past 10 years. Please respect our privacy until we are ready to make our statement. And thank you. Voilà, écoutez, on y revient évidemment dans le journal de 18h plus longuement. Excusez-moi de vous avoir interrompu. À vendredi. Très rapidement, sur Nicolas Sarkozy, qui est l'une des seules personnalités politiques, moi, qui me crée un sentiment très négatif, même si on ne faut pas mettre trop d'affect en politique, lui est capable. Je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même un petit obstacle à son retour en politique, en dehors de son bilan qui est quand même assez désastreux, mais il y a toujours l'excuse de la crise qui permet d'eux. Il faut aussi rappeler qu'il y a quand même 4 affaires derrière lui. D'abord l'affaire Karachi des sous-marins sur le financement de la campagne de Balladur. L'affaire Bettencourt sur lequel effectivement il y a un non-lieu, mais on attend toujours une décision de justice. L'affaire Kadhafi sur le financement de sa campagne de 2017. Non mais attendez. Et c'est en cours. Vous étiez les premiers à dire que Cahuzac, à partir du moment où il y avait des soupçons, il devait prendre de la distance. Je termine juste une chose. En plus, voilà, juste aujourd'hui, il y a des enquêtes sur 4 affaires, Karachi, Bettencourt, Kadhafi, et ensuite on va faire des sondages de l'Élysée. 4 affaires en cours. Quand on voit là, à quelle vitesse la justice, maintenant qu'elle est un peu plus libérée et qu'elle a il y a moins d'intervention du ministre de la Justice, on est un peu plus capable, peut-être. On verra si dans quelques mois, quelques années, si Nicolas Sarkozy est toujours a toujours la possibilité de revenir en politique. Marion Guenaud, on l'a pas entendu sur le retour de Sarko et Laura Dombou. Juste, enfin, je me demande dans quelle mesure tout ça peut pas nourrir, y compris le désespoir, enfin, de cette part quand même importante de la jeunesse qui a sanctionné sa politique, et y compris, enfin, qu'on le veuille ou non, enfin, sa politique a été sanctionnée. Sa politique du chômage, des injustices, sa politique de chasse des étrangers, elle a été. Oui, mais il n'est pas condamné à vie. S'il tente son retour politique, il a le droit. Y compris à l'heure, oui. Non, mais n'employez pas des mots dont 17 mesures d'exception, 17 mesures d'exception sous Nicolas Sarkozy, oui, effectivement. C'est pas une chasse, c'est un scandale ce que vous dites. Et y compris s'il y a il y a la même politique qui est menée en ce moment. S'il y a de la déception qui est menée
est aujourd'hui, s'il y a de la déception qui est forte aujourd'hui chez les jeunes de ce pays, c'est que la rupture n'est pas assez claire. Et donc ça n'est pas pour revoir, y compris Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui a donné des conférences à Goldman Sachs, etc. Alors en tant que représentant des intérêts populaires, on a déjà mille fois vu mieux. Et donc vraiment, enfin, on aspire vraiment, enfin, et c'est pour ça qu'on donne nous des grands rendez-vous dans des assises citoyennes du coup dès le 16, parce que justement on aspire au retour du peuple dans Une la phrase, politique. Laura Slimani, sur le retour éventuel de Sarkozy. Une phrase, Ce sera la dernière phrase. Le retour de Nicolas Sarkozy, moi j'estime juste que la manière dont c'est fait, ça prouve le profond mépris qu'il a pour les Français qui ont quand même voté hyper majoritairement pour qu'il ne soit plus au pouvoir en 2012. Donc voilà, l'UMP regarde les sondages, la gauche agit, mais moi je voudrais juste dire que demain on a des jeunes socialistes français qui vont aider leurs camarades allemands à faire campagne pour le SPD et que c'est aussi comme ça qu'on transformera l'Europe et qu'on la permettra. Et vous serez cocu encore une fois. Mesdames, messieurs, merci. C'est Valorant de Saint-Just, candidat à la mairie de Paris pour le Front National, qui répondra à mes questions du oui-non à 18h30 après le grand journal.